Voilà, à la demande du journal Kairos, j'ai participé à la constitution de 5 capsules sur le service de renseignement russe, sur le Kazakhgate, sur les fonds libyens gelés et sur d'autres problèmes encore relatifs à la corruption et à Didier Reynders, notre nouveau commissaire européen à la justice. Certains m'ont demandé pourquoi est-ce que j'étais sorti du bois, pourquoi est-ce que j'avais pris des risques et qu'est-ce qui motivait toute cette démarche. Et en fait, il m'est apparu important de l'expliquer. C'est pour ça que nous sommes devant l'entrée du camp de Brindong, qui est l'unique camp de concentration allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale en Belgique. Il ne s'agissait pas d'un camp d'extermination, il n'y avait pas de four crématoire, il n'y avait pas de chambre à gaz ici à Brindong, c'était un camp de transit. En clair, les Allemands ont récupéré un ancien fort de l'armée belge et l'ont transformé en camp de transit où les gens étaient soit torturés pour avouer des faits, soit ils attendaient un train pour partir vers l'Allemagne et d'autres camps. Pourquoi est-ce que je suis devant cet endroit? Parce que mon grand-père, qui s'appelait Édouard Franks, a fondé l'armée secrète en 1941 avec Charles Glaser, un autre officier de carrière comme lui. À l'époque, l'armée secrète s'appelait Légion belge. Et la Légion belge et ensuite l'armée secrète sont devenus le principal mouvement de résistance non communiste en Belgique. Il l'a payé assez cher puisqu'il a été arrêté le 15 mars 1943. Il a été d'abord emprisonné dans une prison bruxelloise où il a pu heureusement parler avec les autres membres de son réseau qui avaient été dénoncés pour se mettre d'accord sur la version qu'ils allaient donner aux Allemands car ils se doutaient bien qu'ils allaient être torturés. Ensuite, il a été transféré dans ce camp, là où je suis. Donc il faut comprendre que cet endroit est assez émouvant pour moi et que c'est un endroit qui me prend aux tripes. Donc quand il est arrivé ici, on lui a demandé d'ôter les bagues qu'il avait au doigt. Il y en a une qui est tombée assez facilement. La deuxième bague n'est pas tombée aussi facilement. Les deux SS, qui étaient les deux pires tortionnaires du camp, qui s'appelaient De Bot et Weiss, se sont précipités sur lui avec un couteau en lui disant qu'ou bien il arrivait à enlever sa bague, ou bien on lui couperait le doigt. Cette histoire est expliquée d'ailleurs à l'entrée du camp, puisque mon grand-père était filmé. Il est décédé maintenant depuis assez longtemps, mais il a eu le temps de porter témoignage. Donc mon grand-père a passé 6 mois ici à Brindong, dont 88 jours debout dans une cellule, dans l'obscurité, au secret. Il a fait 3 passages dans la chambre de torture que j'ai visité avec lui quand j'étais tout petit. Mon grand-père était ingénieur, donc en 1941, quand il a décidé de constituer un mouvement de résistance, il savait qu'il prenait des risques, il savait que c'était une entreprise folle, les Allemands étaient devant Moscou, et il l'a fait pourtant. Donc, il a été très clairement, et il est toujours, à l'heure d'aujourd'hui, très clairement une de mes motivations dans la décision que j'ai prise de dénoncer les faits de corruption autour de M. Reynders et de M. Fontenoy. Une des anecdotes que mon grand-père m'avait racontée est relative au fait que son voisin de chambrée avait 18 ans et que le jour de son anniversaire, les Allemands sont venus le chercher pour le fusiller. En fait, Brindong servait de réservoir pour les otages que les Allemands allaient exécuter suite à des attentats commis en Belgique. Et malheureusement, ce jour-là, en musique, son voisin qui avait 18 ans, qui avait la vie devant lui, a été cherché parce que son nom commençait par la lettre alphabétique un tel, et il est exécuté. Quand mon grand-père m'a parlé de ça, il était très ému, et moi j'avais beau avoir 10 ans, je l'étais aussi. Je pense que nous sommes, si nous refusons de reconnaître notre passé, nous sommes condamnés à le revivre. Et j'espère que ce genre de choses n'en feront pas partie de notre futur. Voilà.
Voilà, nous sommes ici devant la tombe d'un de mes meilleurs amis, le lieutenant Thierry Lotin, qui est décédé tragiquement à Kigali le 7 avril 1994, au début du génocide rwandais. Le lieutenant Lotin commandait le peloton mortier du 2e bataillon commando. Le lieutenant Lotin s'était battu en Somalie, avait fait une mission en Somalie précédemment. Il s'était très courageusement battu pour essayer de s'interposer entre deux factions qui s'entretuaient en Somalie. Il était revenu pour une mission de casque bleu et il s'est retrouvé au milieu d'une tempête qui était celle du génocide rwandais qui a débouché sur le massacre d'1 million de personnes. Thierry Lotin était un ami proche et de nouveau, à l'instar de mon grand-père, si j'ai décidé de bouger par rapport à mes 11 années à la Sûreté de l'État et aux renseignements que je disposais concernant la corruption et les dysfonctionnements graves autour de notre nouveau commissaire européen à la justice, Didier Reynders, eh bien, le souvenir de Thierry Lotin y est pour beaucoup aussi. Mais Thierry Lotin était quelqu'un de très droit. Et il est mort, il n'a pas su malheureusement bloquer le génocide rwandais, mais il était là normalement pour le faire. Il l'a payé de sa vie. Et quand j'en parle, je dois avouer que j'ai la gorge serrée. Je dois avouer que j'ai la gorge serrée. Je suis resté très proche de la famille Lotin, je suis resté très proche de Sandrine, sa femme, et de son fils. Et je pense que on ne peut pas être aveugle sur certaines choses qu'on voit. Il faut rester droit, il faut rester correct, il faut rester efficace. Et ne fût-ce que par rapport à la mémoire de nos ancêtres ou de nos morts. J'ai rendu hommage à mon ami Thierry. Je voudrais évidemment rendre hommage aux 9 hommes qui sont décédés avec lui dans des conditions tragiques et dont les noms se trouvent sur le panneau à côté de moi et qui ont donné leur vie pour la paix.